J'enregistre. Alors, je vous redis bonjour ou bonsoir pour ceux qui sont dans la zone où c'est bonsoir et bonjour pour ceux qui sont encore à 16h, 17h. Je pense à ceux qui sont aux États-Unis, au Canada, qui me suivent en ce moment-ci. Bienvenue à ce challenge de 21 jours pour son conjoint. 21 jours de travail pour son conjoint. Nous sommes obligés, comme c'est le premier jour, de faire encore quelques rappels. Il est interdit d'aller contacter des gens inbox que vous ne connaissez pas. Seuls les administrateurs et les membres de l'équipe ont ce droit-là. Deuxième chose, nous sommes obligés d'être, comment on va dire, polis dans nos échanges. Dans le groupe, quand on échange, essayons d'être polis. Des petites expressions du genre comment tu vas, comment vous allez, tout ça, on n'en a pas besoin dans le groupe. Nous sommes près de 140 ou 160. Si chacun demande comment ça va, ça sature le groupe. Et quand quelqu'un arrive, il trouve le groupe déjà trop plein, il a l'impression qu'on a fait beaucoup de choses. Donc, nous allons limiter les échanges dans le groupe pour avoir plus d'échanges ici. Les présentations vont continuer pour ceux qui viennent d'arriver, peuvent continuer à se présenter et éviter au maximum de faire du commerce. Il y a des malins, il y a quelqu'un qui s'est présenté aujourd'hui, c'était très propre, mais c'était une présentation commerciale. Je veux dire, je sais que vous êtes marié, je sais que vous distribuez ou vous êtes patron d'une entreprise, mais m'envoyez votre carte de visite. Ce n'était pas ça le but. Et nous avons été indulgents en disant, OK, si c'est sa manière de se présenter, on va l'accepter pour la première fois, mais on va dire, quand vous dites vous présenter, faites une présentation toute simple et on avance. Donc, on ne va pas vous parler comme des enfants en donnant trop de règles. Les simples règles qu'on veut, c'est les règles de bienséance. Pas de critique. Si vous avez à vous plaindre de quelqu'un, appelez un administrateur inbox. Moi, hier, j'ai eu affaire à quelqu'un qui m'a proposé de multiplier de l'argent et tout, je l'ai bloqué immédiatement dans mon inbox. Ce matin, il y a une soeur qui m'a appelé pour me dire il y a un monsieur qui l'a rejoint dans son inbox, elle ne le connaît pas. Nous avons suspendu ce monsieur immédiatement parce qu'il était au courant que c'est interdit d'aller dans l'inbox. Il y a beaucoup de célibataires dans ce groupe. Célibataires ne veut pas dire qu'ils sont à la disposition des dragueurs ou des dragueuses ou de ceux qui cherchent le mariage. Célibataires, ça veut dire qu'ils sont venus parce qu'ils veulent apprendre quelque chose, ils veulent recevoir quelque chose. S'il vous plaît, respectez-les. Ce n'est pas parce qu'ils sont célibataires qu'ils sont des proies faciles. Il y a parmi nous des divorcés, des personnes qui ont perdu leur mariage. Ils ne sont pas moins bénis que vous qui êtes dans votre mariage. Donc, respectons toutes ces personnes. Et je voulais féliciter toutes ces personnes qui ont accepté de se présenter en disant je suis célibataire, je suis sans enfant, ou alors je suis en concubinage depuis 3 mois. Vraiment, tout ça, c'est la vérité et c'est la vérité qui a franchi. Nous sommes là pour 21 jours pour son conjoint. Donc, aujourd'hui, nous parlons de la première réponse. Et vous remarquez que moi, j'utilise mon cahier et c'est mon cahier que nous allons travailler. N'oubliez pas de télécharger votre cahier. On va mettre le lien dans le groupe WhatsApp tout à l'heure à la fin pour télécharger gratuitement ce manuel. Et je vous ai dit, le gratuit que moi je fais maintenant, c'est que vous dites comme c'est gratuit, je donne 5 francs, je donne 1000 francs, je donne 500, je donne 3000, je donne 2000, je donne même 1 million. Mais je prends ce document gratuit. Donc, vous donnez quand même un petit quelque chose, même 5 francs, vous donnez, le lien va arriver pour que vous puissiez télécharger le document. Aujourd'hui, nous allons parler, et c'est ça qui nous réunit aujourd'hui, de la première réponse. Première réponse. C'est quoi la première réponse? En fait, l'idée qui m'est venue quand j'ai travaillé cet après-midi avec quelques administrateurs, c'est que, en fait, quand on regarde dans une relation conjugale, on se penche beaucoup plus sur celui qui apporte les problèmes à la maison. On se penche beaucoup plus sur celui qui provoque. On s'arrête beaucoup plus sur la première parole qui est sortie. On dit qui a provoqué cette situation? Qui est à l'origine de cette situation? Qui est le responsable de cette situation? Et assez souvent, on pense que c'est celui qui a prononcé la première parole qui est responsable de la situation. Mais il y a un verset de la Bible qui m'impressionne et que je voulais qu'on partage ensemble. Proverbe 15, le verset 1 à 2. Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Une réponse douce calme la fureur, une parole dure excite la colère. Dans certaines tribus, comme chez les Douala, on dit et ça, c'est un discours de païen qui dit si tu apportes la paix, tu vas recevoir la paix. Si tu apportes la brutalité, on va aussi te brutaliser. Et beaucoup de conjoints fonctionnent sur ce registre-là.
Un coup contre un coup, œil pour œil, dent pour dent. Jésus est revenu sur ça après. Il est revenu sur ça, sur une histoire de œil pour œil, dent pour dent. Et dans beaucoup de couples, il y a ce problème de la première réponse. Quelle est la première réponse que tu donnes à la parole qui a été prononcée par l'autre? On discutait tout à l'heure, on voyait que parfois quelqu'un a des soucis qui ne vous concernent pas. Vous êtes simplement la personne qui se trouve devant lui. Et donc, il se défoule sur vous, mais en fait, ce n'est pas vous qu'il voit. Ce n'est pas de vous qu'il parle. Il parle de ce qu'il a subi dans sa journée. Ton mari, quand il a subi une journée terrible, il a été maltraité, il a été bousculé. Et tout ce qu'il te fait là, ce n'est pas toi. En fait, il pense à ses patrons, il pense à la frustration qu'il a subie. Mais toi, tu vois surtout ce que tu reçois comme coup. Tu vois surtout ce que tu reçois comme parole. Et tu te dis, pourquoi moi? Pourquoi moi? En fait, ce n'est pas toi. Et c'est ça que nous voulons apprendre aujourd'hui. Comment répondre à ce genre de provocation? Comment répondre à ce genre de situation? Et nous nous sommes dit, comme premier défi, ça pourrait nous aider à aller jusqu'au bout. Parce que pendant ce défi, je vais vous rappeler, le diable, c'est un mauvais déménageur. Votre conjoint ne sera pas forcément facile pendant ce défi. Il va vous lancer des paroles. Comment allez-vous agir face à ces paroles? Comment allez-vous répondre? Ça déterminera la suite de ce challenge. C'est pour ça qu'on a mis ça au début. Je voulais dire que j'ai rencontré beaucoup de coachs, beaucoup de conseillers conjugaux. Face aux situations conjugales, des gens, ils leur disent, vous avez un problème de communication. Et les gens rentrent, ça veut dire quoi la communication? Je veux dire ici qu'il y a des différences qu'il faut vraiment faire entre ce qu'on appelle une communication, ce qu'on appelle une causerie, ce qu'on appelle une conversation, ce qu'on appelle un entretien. Une causerie suppose que c'est, tu dis, je dis ma part. Tu me parles, je te réponds. Il y a une réciprocité dans la causerie. Et qui dit causerie dit un moment où on peut se changer. Alors que l'entretien, quand on dit qu'on entretient, moi, le premier entretien qui me vient à l'esprit, c'est l'entretien d'embauche. L'entretien d'embauche, c'est comme il y a un supérieur qui est en face de toi et tu dois répondre à ce qu'il te pose comme question. Et donc, quand on dit que je vais m'entretenir avec mon conjoint, assez souvent, ça sonne comme un tribunal. Beaucoup d'hommes, je vous le dis en vérité, beaucoup d'hommes, quand leur femme leur dit « je veux qu'on s'entretienne », ils pensent que là, il y a un procès qui m'attend. Et là, ma femme prépare quelque chose pour un véritable procès. Je vais les rassurer aujourd'hui que assez souvent, quand elles disent entretien, elles pensent à la conversation, elles pensent à la causerie. Et donc, la communication, c'est tout autre chose. La communication, c'est parler de notre couple, entrer dans le fond de notre couple. On peut causer sans que ce soit une communication de couple. Et c'est pour ça qu'on a dit, dans certains couples, il faut instaurer des moments de communication. Ça ne veut pas dire qu'on ne va plus causer, on va seulement attendre ce moment pour causer. Non, c'est qu'il y a des sujets sur lesquels il faut s'asseoir et partager. C'est ça que, dans notre concept, dorénavant, nous allons, durant les 21 jours, appeler communication. Le reste, on va dire, vous êtes libre de causer, vous êtes libre de rire, vous êtes mariés pour ça. Donc, si on a compris cela, on comprend que dans un couple, on a besoin vraiment de se parler. On a besoin non seulement de parler, mais on a besoin de se parler. Mais les gens pensent que ça doit être de manière instinctive. Oui, mais sauf qu'il y a une préparation. Il y a que je dois connaître la personne avec qui je vis pour être capable de lui parler, pour être capable de parler à son cœur, pour être capable de communiquer, causer et converser avec lui. Je ne peux pas converser avec un inconnu comme je converse avec quelqu'un que je connais. Quand je connais quelqu'un, je sais comment lui parler et je sais comment l'écouter. On ne va pas parler uniquement de communication aujourd'hui, on y reviendra, mais sachez que c'est important de connaître son conjoint pour savoir comment, un, causer avec lui, deux, converser avec lui. Je suis avec une jeune fille avec qui nous travaillons sur la préparation à son mariage et nous voyons, par exemple, que son fiancé a un style de communication, un style même dans la causerie, que si tu ne le connais pas, vous ne pouvez pas causer, vous ne pouvez pas communiquer. Tu vas dire, c'est un gars difficile, c'est un gars mauvais, c'est un gars dur, orgueilleux, tout ça. Mais quand tu découvres son système de communication, son mode de communication, il devient très facile. Il devient plutôt, à tes yeux, quelqu'un de plutôt très agréable. Donc, je voulais commencer par là pour dire, pour répondre à quelqu'un, il faut le connaître. Les gens n'arrivent pas à répondre parce qu'ils ne connaissent pas. Et c'est pour ça qu'ils mélangent dans leur esprit la réponse et la réaction.
Ils confondent répondre à quelqu'un et réagir. En réalité, la réaction est la conséquence d'un acte émotionnel. C'est parce que les gens sont touchés émotionnellement qu'ils réagissent, parce qu'ils sont dépendants de la circonstance qui vient de se produire, que leur émotion leur dicte une réaction. Alors que ceux qui sont plus réfléchis, qui sont au niveau de la raison, vont apporter une réponse par rapport à l'attente de celui qui vient de poser l'acte. Je récapitule. Celui qui est émotionnel va entendre ce qu'on vient de dire, ça va ébranler ses émotions et ça va le pousser à réagir. En fonction des circonstances, de ses moyens, de ses capacités, il va réagir. Alors que celui qui est dans la raison va chercher à savoir quel est le besoin de l'autre, quelle est son attente dans ce qu'il dit, qu'est-ce que je dois comprendre de ce qu'il est en train de dire, et il va lui apporter une réponse. Et c'est pour cela que quelqu'un qui vous donne une parole dure et vous lui répondez par une parole plutôt souple est parfois très touché. Dans Matthieu 5, au verset 39, Jésus dit de tendre l'autre joue à quelqu'un qui t'a giflé. C'est-à-dire que Jésus dit discipline tes émotions, montre-lui que ce n'est pas la gifle qui compte pour toi, que c'est trop léger, que ce qui compte pour toi, c'est ce qui vient après ou avant cette gifle-là. Donc, il te gifle de la droite, tu lui tends la joue gauche pour lui dire, OK, après, donc, on fait quoi? Comme tu as giflé les 2 jours, il n'y a plus d'autres jours à gifler, on fait quoi? Réglons donc le vrai problème. Donc, il est question ici d'apprendre à se maîtriser, d'apprendre à discipliner ses émotions. Et j'utilise le mot discipliner parce que je sais que pour beaucoup d'entre vous, l'émotion est là. On ne peut pas éviter d'avoir des émotions. Nous sommes des êtres humains qui ont des émotions. Donc, quand l'émotion est là, on doit plutôt gérer et discipliner les émotions pour ne pas réagir seulement en fonction de ses propres émotions. Donc, évitons, parce que parfois on oublie ça, évitons d'être à l'origine du retour de la manivelle. Parce qu'il a provoqué quelque chose, mais ne soyez pas celui qui alimente le retour de sa provocation. Soyez plutôt celui qui, par sa résilience, va adoucir, comment on va dire ça, va rendre le choc mou. Le choc qui pensait violent va devenir un choc mou. Je vous rappelle que ce sont mes notaires. Et je les ai dans mon cahier que je vous recommande de télécharger. Parce que moi aussi, j'ai pris des notes lors de la dernière fois. Et il y a un Allemand qui a vécu dans un camp nazi. Ce n'était pas un Allemand, c'était un Juif. Il s'appelait Viktor Frankl. Viktor Frankl a beaucoup galéré dans ce camp de nazis. Et il était un prof de, je crois, de philosophie ou de psychologie. Et il a survécu à ce camp de nazis. Il a écrit un livre très intéressant qu'on appelle People Search for Meaning. La recherche de, je ne sais pas comment on peut traduire ça, People Search for Meaning, où il démontre qu'il y a un espace entre le stimulus et la réponse. Il y a un espace entre la stimulation et la réponse qu'on appelle à la stimulation. L'exemple du loup qu'il prend, c'est que quand on fait un grand bruit, bam, le loup démarre sans réfléchir. Et il fait peut-être 20 mètres, et c'est après 20 mètres qu'il se retourne pour voir qu'est-ce qui a produit le bruit. Et revient sur ses pas pour pouvoir affronter ce qui a produit le bruit qu'il a fait fuir. Ça, c'est un animal qui n'a pas mis entre le stimulus et la réponse un espace. Et Viktor Frankl démontre que entre le stimulus et la réponse, il y a un espace dans lequel on a la liberté de choisir. Dans le camp de nazis, il surprenait tout le monde parce qu'il disait au colonel allemand, vous ne pouvez rien contre moi. J'ai le choix et j'aurai toujours le choix. On lui a fait marcher avec des babouches pleines de piquants. On lui a fait vivre des tortures extraordinaires. Le gars a survécu. Il a survécu. Parce qu'il disait toujours que entre le stimulus et la réponse, il y a un espace que je dois respecter, l'espace de la réflexion pour apporter la réponse. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que à l'attaque de l'autre, je vais apporter une réponse qui ne dépend pas de son attaque, mais qui dépend de ce qu'il veut, de ce qu'il recherche. Mon mari ou ma femme revient frustré de sa journée et ça en prend à moi. En fait,
Je l'ai dit au début, ce n'est pas à moi qui s'en prend. En fait, il a un problème, il a un souci, il est malheureux. Et il déverse sur moi son malheur, sa douleur, sa frustration. Qu'est-ce que je peux faire pour lui? C'est ça que je dois réfléchir. Comment le soutenir dans cette difficulté-là? Les coups qu'il me donne, je ne vais pas les rendre. J'ai vu une maman avec sa fille, un bébé, qui, pendant que la maman le nourrissait, faisait des mauvais gestes, la taquinait, tout ça, tapait les choses, jetait les choses par terre. Et ce qui m'a amusé avec cette maman, c'est qu'elle n'a pas frappé l'enfant. Elle me dit, calme-toi. Je lui ai demandé comment ça se fait. Elle me dit, elle a sommeil. En fait, elle a compris le vrai problème de l'enfant. Tout le désordre que l'enfant faisait là n'avait rien à voir avec la vraie situation. Le fait que l'enfant grippe sa mère, qu'elle s'agrippe sur elle, qu'elle pleure, qu'elle crie, ce n'était pas ça le problème. Le vrai problème, c'est que l'enfant avait sommeil. Et la mère a compris que l'enfant a sommeil. Et du coup, elle ne réagit pas à ce que l'enfant fait, mais apporte une réponse à l'enfant, elle porte l'enfant, elle le berce, elle berce l'enfant jusqu'à ce que l'enfant s'endort. Je crois que cette image devait être assez forte pour que chacun de nous commence à réfléchir à l'esprit qui anime celui qui est en face. Qu'est-ce qu'il a comme souci? Qu'est-ce qu'il a comme préoccupation? Pourquoi il agit comme ça? Et puis ne plus répondre, ne plus réagir à ce qu'il fait, mais répondre à sa vraie préoccupation. Et pour répondre à sa vraie préoccupation, je l'ai dit aujourd'hui, il faut le connaître. Tu ne le connais pas, tu ne pourras pas. Les mariages où vous êtes léger, vous ne voulez pas connaître l'autre, vous allez toujours galérer parce que vous ne le connaissez pas. Vous ne savez pas pourquoi il agit d'une certaine façon, pourquoi il agit d'une autre façon. Et donc, c'est là où je voulais qu'on arrive. Que celui qui répond a une responsabilité énorme. Toi qui réponds, tu as une grosse responsabilité. Et c'est pour ça que tu dois apprendre à discipliner tes émotions. Et comment tu vas discipliner tes émotions? En commençant par combattre la montée de la colère. Mais comment tu vas combattre la montée de la colère? Si vous lisez Galates 5:22, la Bible parle du fruit de l'esprit. Et dans le fruit de l'esprit, on parle de la tempérance, de la maîtrise de soi, un certain nombre d'éléments qui arrivent quand tu deviens quelqu'un de spirituel. Je voulais dire aujourd'hui que pour être capable de donner cette première réponse et non réagir, il faut apprendre à être spirituel. Parce que c'est parce que tu es spirituel que tu peux lire entre les lignes de ce qui anime ton conjoint. C'est parce que tu es spirituel, donc connecté à la source de la maîtrise. Jésus a démontré sa maîtrise. Jésus a démontré plein de choses. Les disciples, les hommes de Dieu ont démontré. On a vu Étienne prier pour les gens qui le persécutaient. Jésus mourit pour nous qui étions même les persécuteurs. Donc, revenir à l'idée que ma connexion avec Jésus va être la source qui va me rendre capable de ne pas m'arrêter sur ce que mon conjoint fait, mais de regarder au-delà pour voir sa vraie souffrance et être capable à répondre à sa souffrance. Je voulais vous dire aujourd'hui, c'est le premier jour. Tous les jours, on aura la prière, on aura l'exhortation comme celle-ci, mais souvenez-vous, si vous n'êtes pas connecté à Jésus-Christ, vous aurez du mal à développer une véritable maîtrise de soi, capable de répondre et non de réagir. C'est ça que je voulais partager avec vous. Qu'est-ce que tu veux devenir au moment où on termine ce partage? Qu'est-ce que tu veux devenir? Un producteur de paix ou un producteur de troubles et de guerre? Veux-tu devenir capable de gérer tes émotions et être capable de répondre aux sollicitations de ton conjoint? Eh bien, c'est le défi de ce premier jour. Ce premier jour, je vous propose et je vous demande comme défi, je vais prendre le livre. Le premier défi, on va le partager. Le premier défi est celui-ci. Le défi du premier jour dit, à côté de ce jour, apprends à transformer positivement toute parole dure. À transformer, non, à transformer tout positivement. Pas de parole dure, réponse douce à la place. Au cas où les propos de ton conjoint dépassent ta capacité de résilience, tais-toi ou change de lieu. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, on a 21 jours. On a dit, tu prends tout positivement. Si tu n'es pas capable, sans que ça te dépasse, change de milieu. Va prier dans ton coin. Demande au Seigneur, donne-moi la force d'être positif face à ce que je vois là. Donne-moi la force, même si ce n'est pas pertinent, donne-moi la force de tenir bon face à ce que mon conjoint vient de faire. Donc, on a 21 jours de réponse douce, 21 jours de réaction
positive à partir de ce soir. C'est-à-dire que même au moment où on regarde là, ton conjoint vient, il prend ton téléphone, il jette par terre, on a dit réponse douce. On a dit pas de réaction. Pas que je prends son téléphone, je jette par terre ou je crie sur lui, mais réponse douce. Donnez-vous cette peine pendant 21 jours. On dit dans la science qu'après 21 jours, une habitude s'installe. Ça va finir par s'installer comme habitude. Voilà ce que je voulais partager avec vous comme message de ce jour. Maintenant, j'arrête l'enregistrement et on revient maintenant à notre groupe pour les questions-réponses. Chacun peut poser la question simplement en levant la main. Dès que tu lèves la main, je te donne la parole et tu peux allumer ta vidéo si tu veux. Tu n'es pas obligé d'allumer la vidéo et tu poses ta question ou bien tu apportes une contribution sur le premier chapitre. Je rappelle que le livre est disponible. Pour ceux qui sont loin, ils peuvent acheter la version électronique sur Amazon. Ils peuvent aussi acheter la version papier. Amazon livre en 24 heures et 72 heures au plus tard. Vous avez votre livre, quel que soit le lieu du monde où vous êtes. Pour ceux qui sont à Yaoundé, à Douala et à Bafoussam, vous pouvez avoir le livre. Nous avons même aujourd'hui expédié des livres à d'autres personnes. Je crois qu'une des participantes a expédié le livre à son fiancé aujourd'hui, de Yaoundé pour la ville où il est. Une autre m'a demandé, étant à Berdois, je lui ai dit, envoie ton argent et les frais de transport. Notre équipe de bénévoles va aller déposer ton livre à l'agence pour que tu puisses le récupérer là où tu es. Merci pour tout et j'arrête donc l'enregistrement pour qu'on commence à prendre des questions.